Amis internautes, bonjour, bonsoir au moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous fais une vidéo pour comment réparer un PC. Comment connaître ses composants, diagnostiquer les problèmes, à quoi ils correspondent, comment faire, et surtout vous faire un historique de A à Z de comment fonctionne l'intérieur de votre PC, à savoir du boîtier d'alimentation à la carte mère et ses périphériques. Alors, à travers ces trois PC que vous voyez ici, ce sera un retour aux sources. À savoir que pour faire une vidéo la plus détaillée possible, explicite pour la réparation d'un PC, je vais vous faire montrer l'évolution technologique, à savoir de Windows 95, donc de PC qui date de l'origine, qui fonctionne toujours aussi bien, à l'apparition de Windows 98 seconde édition au début de l'âge d'or, donc du port USB, et à travers Windows XP, d'un PC qui a environ presque 10 ans maintenant, l'évolution technologique vous sera beaucoup plus simplifiée dans la même. Donc pour cette vidéo, je me servirai de ces trois PC pour vous montrer l'évolution technologique qui ont été modifiées au fil des 20 dernières années, à savoir comment faisait-on pour réparer son PC, comment le fait-on maintenant aujourd'hui, simplement en étant un simple particulier ou un professionnel, à la fin que vous puissiez savoir comment faire sans avoir à payer plus ce qu'on peut faire par soi-même. Alors, je vais d'abord vous faire une petite démonstration et explication par divers termes, à savoir chaque composant, sa signification et les pannes qu'elles peuvent déceler et avoir au fil du temps, vous permettre de savoir et de reconnaître les pannes de votre PC au fur et à mesure de cette vidéo pour que vous ayez un enrichissement le plus varié et le plus simple qui soit pour la compréhension et faire que ce qui vous coûterait des fois bonbon chez un réparateur ou un professionnel et autres, ou SAV, ne vous fera pratiquement rien du tout ici. Comme toute bonne notice de prévention, au tout début d'application, lorsque nous faisons une telle vidéo pour prévenir les gens, toute personne qui achète un PC sous garantie ne doit jamais ouvrir son PC, sous peine que sa garantie saute et ça sera aux frais du client. Alors, il existe deux préventions qu'on ne doit jamais faire, qu'un particulier doit faire, où le SAV justement cherche à trouver la faute pour que le client paye. Déjà, que les vis soient bien serrées normalement, qu'elles n'aient pas été entre guillemets ouvertes, desserrées. C'est la première chose qui est vérifiée chez un informaticien, un professionnel du SAV. Ensuite, toute modification particulière des composants, nouvelle carte graphique, son, carte mémoire, qui ne soient pas des modèles de série d'origine. Donc pour le début de cette vidéo, cette prévention est déjà pour spécifier que si une personne souhaite réparer son PC par soi-même alors qu'il est sous garantie, je sais qu'il y a beaucoup de SAV qui sont tellement longs, qui sont très mal équipés, qui font de manière très... que le SAV des fois vous font un travail pas très appréciable, à savoir qu'ils n'y connaissent des fois rien. Donc, bref, à tout le monde, ne vous amusez jamais à démonter un PC lorsqu'il est sous garantie, sous peine de le payer vos frais par vous-même. Donc, le sujet du SAV fait que malheureusement, lorsque votre appareil est sous garantie sur la durée de période auquel vous avez droit, ça peut traîner en longueur pour certains SAV qui n'arrivent pas à trouver la panne, qui ne savent pas comment faire, et des fois on n'en a rien à foutre. Soyons consciencieux, c'est une vérité qui est malheureusement vraie. Parce que c'est pas parce que les gens ne connaissent rien que forcément il faut prendre pour les ânes. Alors maintenant, nous allons débuter ce petit SAV particulier à reconnaître le PC. Premier point, le boîtier d'alimentation. Premièrement, le boîtier d'alimentation. Alors avec ce modèle qui est donc défectueux, qui ne fonctionne plus, donc que vous pouvez voir à l'intérieur du boîtier d'alimentation de ce qu'il en est. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que réellement le boîtier d'alimentation, à quel régime fonctionne-t-il, et surtout, est-il aussi bien protégé que l'on peut le croire. Alors, premier point sur l'historique du boîtier d'alimentation. Le boîtier d'alimentation du PC est chargé de convertir la tension électrique du secteur, donc 220-230, en différentes tensions continues. Donc je précise bien que lorsque vous êtes donc sur une prise de secteur qui est donc en courant alternatif, nous passons
dans un courant continu. Donc ne vous amusez jamais à mettre, entre guillemets, vos doigts ou à faire des manipulations en tension, vous prendrez des châtaignes. Même si au total vous avez 24 volts pour la broche, que vous voyez qui est ici, il faut savoir que vous avez normalement une tension donc noire généralement qui fait office de masse et les couleurs variantes entre 12 et autres pour le voltage. Donc le bloc d'alimentation est donc chargé de convertir une tension électrique de secteur en différentes tensions continues, compatibles bien sûr avec les circuits électroniques de l'ordinateur. Son fonctionnement est tout simple. L'alimentation qui fournit du courant électrique à l'ensemble de ses composants, donc de l'ordinateur, le bloc d'alimentation doit posséder une puissance suffisante pour alimenter les différents périphériques de ce dernier, à savoir du courant qui pourrait vaciller entre l'un ou l'autre. C'est un découpage électrique. Alors, admettons que vous avez des sous- ou surtensions chez vous, panne de courant ou autre, c'est mauvais pour votre boîtier d'alimentation et c'est aussi mauvais pour l'ensemble de ces composants électroniques à l'intérieur de votre PC. Pour être plus précis, il existe des condensateurs de régulation de tension, à savoir dans le boîtier d'alimentation, la carte mère et la carte graphique. Mais même pour la carte mémoire, il y a un petit condensateur pour gérer la tension de ce fait. Mais si la tension est beaucoup trop forte et qu'elle passe à travers le PC, ce n'est pas forcément un composant qui va cramer, mais probablement pour certains cas cela peut varier entre un ou l'ensemble des composants qui grillent. Circuit imprimé que je parle. Alors, il existe différents types de brossage que vous pouvez constater par vous-même, à savoir que à l'ancienne, ce qu'on appelait donc les Molex, connexion pour périphérique de lecteur D, Blu-ray, disquette A, disque dur. Nous sommes passés donc au SATA, fines beaucoup plus noires, qui sont bien sûr les plus récentes et beaucoup plus fines. Le Molex et le SATA se ressemblent à tout point, il n'y a pas une grande différence, seulement que le SATA est beaucoup plus simple pour le câblage. Pas de grande différence technologique entre l'une et l'autre sur ce point de vue. C'est la simplification du câble en soi. Pour l'occasion de cette vidéo, car cet ancien boîtier d'alimentation qui m'avait rendu de bons vieux loyaux services, qui est en réglame depuis quelque temps déjà, je change donc avec un nouveau boîtier d'alimentation et voici la recommandation qu'il faut toujours faire lorsque votre appareil est hors tension. Lorsque vous manipulez donc tous les composants électroniques auxquels vos mains touchent, si possible le moins possible, vous devez toujours avoir les mains sèches, ne pas frotter contre un tissu synthétisant ou autre qui provoquait l'électricité statique. Toute électricité statique est mauvaise pour tout composant électronique auquel nous touchons. Même si ce sont des faibles tensions, c'est toujours nocif. Il ne faut jamais s'amuser à le faire. Donc bien sûr, toujours délicatement, par rapport au boîtier d'origine, le mettre. Hop. Parce que ce modèle-là, il n'y avait pas beaucoup de place, à savoir que les lecteurs étaient beaucoup plus gros. Et maintenant, c'est là qu'on se rend compte que les lecteurs sont beaucoup plus compacts qu'ils l'étaient de leurs amis. Oui, car comme vous pouvez le constater, ce sont les bons vieux lecteurs D de l'époque. Mouse. Pour vous donner même l'idée sur les lecteurs qu'il y avait aux années 95-98, à savoir des lecteurs D externes. Ceci, mesdames et messieurs, est un lecteur D externe. Et vu la taille, vous vous doutez bien que pourtant, il n'avait pas une très grande puissance. Il ne faisait que de 2-3x pour la vitesse, ce qui est très peu. Il n'y a pas beaucoup d'électriciens, il n'y a pas beaucoup de professionnels de SAV qui s'amusent à regarder si votre boîtier fonctionne réellement ou pas. Généralement, lorsque votre machine est en panne, on change les différents composants comme mémoire vive, boîtier d'alimentation, disque, on les teste. Mais on ne vérifie pas vraiment avec un appareil comme un voltmètre pour vérifier une tension basique, à savoir si le courant même, qu'il soit donc déchargé ou pas, transmette bien le courant ou pas.
câblage avait rendu l'âme à ce niveau-là. Ouais. On a les moyens de faire des réparations pour pouvoir justement que les particuliers puissent au moins connaître les pannes, au moins qu'on puisse leur dire pour quelle raison votre boîtier ou non a rendu l'âme. Vous voyez, c'est quand même pas, les gens ne demandent pas grand-chose à savoir comment fait-on pour réparer un PC, à savoir de quelle manière est-il tombé en panne, pour quelle raison, pour que ça évite de me retomber dessus une fois que ça repassera quelques temps après. Le boîtier d'alimentation, on peut le vérifier pour soi-même pour savoir si oui ou non, de quelle manière il a rendu l'âme. Là, c'est une déconnexion qui avait rendu l'âme à la base. Il n'y avait plus l'enduit du contacteur. Et lorsqu'on même par rapport au câblage et même par rapport ici plus bas que j'avais essayé hors de faire cette prise de vue, la tension ne passe pas. Alors, il faut savoir que pour ce boîtier, il avait de toute façon rendu l'âme suite à une surtension vis-à-vis d'une mauvaise prise électrique, d'un mauvais câblage à l'ancienne. Les gens ne demandent pas grand-chose pour faire une réparation. Ils veulent savoir pourquoi. Pourquoi cette partie a rendu l'âme? Est-ce une défaillance générale de série? Est-ce que c'est la malchance? Est-ce que ça tombe sur moi, donc c'est moi qui vais casquer environ 20 à 30 euros pour avoir un nouveau boîtier d'alimentation? Les boîtiers d'alimentation, on ne peut jamais prévenir lorsqu'ils tombent en panne. Parce qu'il y a tellement de facteurs entre l'électricité et une mauvaise gestion du particulier ou de l'entretien. Il faut que je vous sachiez une chose. Le vieux PC de Windows 95, de celui-ci, le boîtier d'alimentation est d'origine. Il a, oui, effectivement, plus de 29 ans. 29 ans et ce boîtier fonctionne encore. Deuxième point essentiel de cette vidéo, la carte mère. Alors la carte mère, c'est l'une des éléments fondatrices du PC, car elle contient le cœur du PC, à savoir son processeur, sous le ventilo du processeur que vous voyez qui est ici, la pile BIOS que vous voyez qui est là, ces périphériques reconnectés sur l'ensemble du système externe de la carte mère. Alors la carte mère peut avoir différents problèmes, parce qu'elle contient le BIOS et les périphériques, donc matériels de celle-ci. Alors tout d'abord, la panne du ventilateur PC. Comment le change-t-on? Alors, vous voyez ici un ventilateur. Ce ventilateur fait souffler donc de l'air froid pour refroidir le processeur qui chauffe comme tout composant électronique. Donc lorsque celui-ci est très sale, et il est un peu, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas nettoyé. Alors, pour le nettoyer, tout d'abord, délicatement, je vais retirer déjà les vis pour être tranquille. Vous n'avez qu'à retirer délicatement. Là, comme vous pouvez le constater par vous-même par rapport à la poussière, vous avez le choix entre une soufflette ou un pinceau. Et délicatement, voilà. Bien faire en sorte qu'après la poussière qui tombe ne revienne pas sur les composants en dessous. Généralement, si vous faites ça de manière très correcte, il n'y a pas de souci. Et déjà, on y voit plus clair. Encore un petit coup de pinceau. Avec un simple pinceau basique, vous pouvez le passer entre les lamelles de métal, comme ceci. Voilà. Il est beaucoup plus propre. Oui, il existe donc différents moyens, d'ailleurs à ce sujet, il faut que j'en parle. Tout système électronique chauffe par le courant de continu. Donc il est normal qu'un processeur qui fonctionne sous électricité chauffe. Mais s'il chauffe trop, le processeur, entre guillemets, va fondre. Et s'il fond, votre PC rend l'âme. Enfin, uniquement le processeur, bien sûr. Alors, il existe différents moyens de refroidir son PC. Au vu de cette vidéo, je peux me permettre d'évoquer au moins les différentes thèses. Tout d'abord, quelles sont ces différentes méthodes? À savoir, qui permettent justement de réduire une température de ses composants, même du processeur, de l'ordinateur et de ses composants pour prévenir une surchauffe. La majorité de ces composants, qui chauffent de manière constante vis-à-vis de la tension électrique, allaient une très faible production de chaleur théorique.
Mais s'il y a une production beaucoup plus importante que ce qui est prévu à l'origine, un échauffement basique, donc excessif, peut provoquer, avec ou sans conséquence, une surchauffe de ces composants qui peuvent entraîner un dysfonctionnement, donc erreur de calcul binaire, des bugs, redémarrage impossible, intempestif, lent, qui peut même aller jusqu'à une détérioration complète d'un système d'un composant électronique. La majorité de ces composants, à savoir, sont dotés de sondes, auxquelles j'avais justement précisé par rapport au condensateur, carte mère, carte graphique, carte mémoire, et même le boîtier d'alimentation, il me semble, doit être fourni avec. Donc c'est une protection tout à fait standard. Mais beaucoup de particuliers ou professionnels font différentes méthodes de refroidissement. Le tout premier basique est le refroidissement par air. Le refroidissement par air, qui est donc en termes anglais le air cooling, est le principe d'un refroidissement plus utilisé à mettre en place suffisamment efficace dans la majorité en étant économique et rien dangereux. C'est un simple ventilateur surpuissant, bonne tension, beaucoup plus puissant que le modèle de série que vous avez acheté en grande surface ou autre, qui assure une plus belle durée de vie vis-à-vis de ses composants et d'une meilleure orientation de l'air. Il y a des refroidissements passifs, à savoir qu'aucune pièce mécanique n'est en mouvement. Un simple dissipateur de radiateur est fixé sur le composant à refroidir, afin de faire une meilleure surface de contact avec l'air ambiante et de faire une meilleure dissipation thermique. Vous avez aussi l'un des modes qui est aussi de plus en plus fréquent, le refroidissement par liquide, le water cooling. Alors le principe est de faire un dispositif faisant circuler de l'eau à travers donc une meilleure conductrice thermique à l'aide d'une pompe. Ce circuit qui passe dans plusieurs composants qui donc refroidira par un transfert thermique entre l'eau et le composant. C'est un moyen comme un autre. Vous avez aussi de l'huile végétale, minérale aussi, qu'on appelle l'oil cooling. C'est un moyen aussi assez spécial. Il existe en fait différents types de pompes. Il y a même aussi certaines personnes qui l'ont fait au refroidissement à azote liquide, du LN2. Une évaporation d'azote liquide, donc LN2, pour alimenter régulièrement le système et qui le rend approprié à son usage quotidien. Ouais, chacun son truc. Vous avez même qui font ça à la glace sèche, glace carbonite. Personnellement, chacun son point de vue vis-à-vis des systèmes de refroidissement. Je préfère le traditionnel par rapport au refroidissement par air. Après, tout dépend des gens. Mais ça, c'est un point de vue auquel je vous offre par rapport aux connaissances et aussi par rapport aux différents particuliers qui ont fait des conceptions de refroidissement à leur façon ou par des professionnels qui l'ont installé par eux-mêmes pour faire une fluctuation de transfert beaucoup plus simple, beaucoup plus fiable et surtout une meilleure oxygénation de l'air pour que les processeurs et composants électroniques ne surchauffent pas. Concernant la poussière, il faut savoir que la poussière se glisse partout. Et malheureusement, au fil du temps, les radiateurs, comme vous avez pu le constater par rapport lorsque j'ai nettoyé, c'est un obstacle conséquent à la dissipation de la chaleur dans l'air. Il est donc important de nettoyer le radiateur de manière constante. Vérifiez qu'il n'y ait pas trop de poussière sur le radiateur, comme j'ai pu vous le montrer au début de cette vidéo, enfin, par rapport à la présentation, par rapport à la carte mère. Nettoyer l'ensemble des circuits composants pour que ce soit beaucoup plus fluide, que le circuit puisse respirer. C'est comme, en fait, pour vous donner une image beaucoup plus concrète, un circuit électronique, c'est comme une peau humaine. Si on bloque la peau, elle chauffe et c'est mauvais. Un composant électronique, c'est pareil. Il faut toujours qu'il soit à l'air libre. Donc, toujours bien faire attention, bien nettoyer. Alors, il existe aussi une autre méthode, la méthode d'overclocking matériel, à savoir le surfréquençage d'un composant, d'augmenter les capacités basiques d'un modèle de série pour en accroître ses capacités de quelques pourcents de puissance. Alors, il y a un danger pour ceux à qui ça intéresserait par rapport au dépannage, pour ceux qui voudraient justement avoir une plus grande fluidité et puissance au niveau d'un radiateur, du processeur et autres. L'overclocking PC matériel fait qu'on accroît une puissance généralement qui est en dessous de 2,5%
qui est vraiment louable pour pas forcer le processeur en lui-même, pour accroître une puissance supérieure à ce qu'il produit. Alors le risque, c'est que faire une surpuissance de ce qu'il peut faire augmente une surtension. La surtension fait plus d'émanation, donc de chaleur, et s'il n'y a pas une régulation intense, comme tout composant électronique, ils font. Et bien évidemment, s'ils font, il rend l'âme. Ça, c'est un point de vue qu'à chacun de voir. Et voici à peu près la notice par rapport à l'overclocking. Les gens doivent toujours prendre conscience des risques. Voici maintenant le ventilateur beaucoup plus propre du processeur. Alors, pour la panne du ventilateur de processeur, lorsque vous faites un petit peu, vous travaillez à savoir de grosses applications, vous entendez légèrement un gros sifflement. Comme lorsque vous téléchargez ou faites une application sur votre PC, jeu ou autre logiciel, dès que votre moteur a une tendance de faire une espèce de vroom, généralement c'est parce que votre ventilateur de processeur est ou malheureusement bouffé de poussière et l'air ne passe plus pour ventiler entre guillemets, pour laisser donc une température normale. Les températures de processeur équivalent à 25 et 29 degrés, approximativement selon mes critères. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un processeur? Un processeur, c'est le cœur du système. À savoir que sans le processeur, vous ne pourriez pas traiter vos informations. Le processeur traite les informations linéaires, binaires, le codage informatique basique de l'ordinateur. Sans lui, il n'y aurait pas ce que serait le PC. Alors maintenant, expliquons ce qu'est réellement le BIOS. Le BIOS est un système propre à la carte mère, à savoir de gérer les périphériques et composants naturels de votre PC. Tout d'abord, lors du démarrage, le rôle du BIOS est de tester celui-ci. Tout d'abord, il teste en premier lieu le processeur, qui verra ensuite les bases du BIOS, à savoir les récupérations de paramètres originales de celui-ci pour entrer son contenu. Il initialise l'horloge interne de votre PC, puis il vérifie le bon fonctionnement des mémoires vives et caches, et enfin, en dernier lieu, il vérifie les différents périphériques composés de votre ordinateur, carte graphique, disque dur, lecteur de disquette à l'ancienne, DVD ou Blu-ray, et si tout un problème survient lors de ce démarrage, le BIOS signale ce souci par un émet de nombre de bips. Chaque nombre de bips correspond à un périphérique. Chaque bip correspond aux différents systèmes de paramètres et donc de gestionnaire de périphériques, à savoir carte ou composant à laquelle il est attribué. Il existe 9 différents sons variables qui sont bien sûr, non pas la peine de les rémunérer, vu qu'ils sont mentionnés partout, par rapport au clavier qui n'est pas inséré, la carte graphique, problème défaillant par rapport à la carte mémoire, mal encoché dans ses barrettes, disque dur mal mis ou autre. Alors, la mémoire vive sur ce PC est ici. Les 2 barrettes que vous voyez qui sont là. Alors, la mémoire vive, c'est ce qui fait donner la vitesse en RAM, bien évidemment, du langage informatique, qui assimile la grande vitesse d'information à votre disque dur et votre processeur. Toute information utilisée par votre ordinateur fonctionne grâce à la mémoire vive. Théorie tout à fait basique et simple. Alors, petit historique basique entre les différentes cartes mémoire jadis qu'il pu y avoir. Les choses seraient beaucoup plus simples de remplacer une vieille barrette par une nouvelle plus rapide et de plus grande capacité. Malheureusement, et c'est pour ça que j'ai pris différents de ces PC, il existait plusieurs générations de barrettes mémoire. Et votre ordinateur qui est au tout début, qu'on appelait la SDRAM, à savoir 2 petites encoches sur la barrette, non contre la DDR qui n'en a qu'une. La DDR n'est apparue qu'en 2003. Donc juste après, si on suit la logique, entre Windows Millennium et Windows XP. La DDR2 est arrivée en 2005. Et aujourd'hui, nous en sommes à la dernière, la DDR3. Alors,
Depuis 2007-2008, l'évolution constante des cartes mémoire évolue à un rythme effréné. À savoir que beaucoup de gens qui se disent que lorsqu'ils achètent un PC qui n'a que 1 ou 2 ans, veulent acheter des barrettes pour augmenter la puissance en mémoire vive de son PC, ils arrivent en magasin, mais leur dit que votre carte mère ne peut pas supporter. Alors, généralement, les gens ne savent pas trop comment choisir leur carte mère. Pardon, pas leur carte mère. Les gens ne savent pas choisir leur carte mémoire parce qu'ils ne font pas attention à la configuration de leur PC. Parce que les créateurs de cartes mémoire, donc les grands professionnels de la construction informatique, ne s'amusent pas à penser au petit public, à savoir de faire des adaptations pour qu'une nouvelle barrette de mémoire puisse aller sur un vieux PC. Comme le but est de faire, entre guillemets, du profit et de faire comme nous soyons une société de consommation, les barrettes mémoire ne sont pas compatibles avec d'anciens systèmes, c'est un mot faux, d'anciennes cartes mémoire. À savoir que si vous faites l'allusion entre une DDR2 et une DDR3, la différence est toujours bien sûr d'une encoche, mais l'emplacement de celle-ci n'est pas la même. Et bien sûr ne correspond pas dans l'encochure, là où on insère justement les cartes mémoire. Alors, lorsque les nouvelles cartes sortent au fur et à mesure de l'évolution technologique auquel nous avançons à des rythmes totalement gargantuesques à ce profit, les nouvelles cartes qui sortent ont des références, à savoir l'année avec laquelle les PC elles sont configurables. Donc si votre PC a plus de telle année, vous savez que c'est grillé. Il est même aussi possible vis-à-vis de votre carte mère à en prendre les références. Généralement, pour savoir le nom de la référence de votre carte mère, elles sont inscrites en coin sur ou en plein centre de celle-ci, ou directement dans votre système d'exploitation dans le gestionnaire de périphérique. Son nom est logiquement marqué. Vous pouvez après regarder sur leur site de construction à savoir si cette nouvelle carte est configurable ou pas sur cette carte mère. C'est un point essentiel pour éviter que vous fassiez un achat superflu auquel celui-ci ne pourra pas s'insérer dans cette vieille carte mère. Oui, aussi une petite astuce aussi pour ceux qui ne comprendraient pas très bien par rapport au langage informatique. Pour faire de manière plus simple une meilleure compréhension pour expliquer comment choisir sa carte mémoire, il existe des logiciels gratuits qui vous indiquent le type de mémoire vive installée sur votre ordinateur, donc notamment le fameux gratuit CPU-Z ou encore Everest. Ces logiciels vous indiqueront également le nombre d'emplacements disponibles sur la carte mère, et une dernière solution consiste simplement à vous rendre sur le site du constructeur, comme je l'ai mentionné justement pour donner les données techniques de votre matériel. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper vis-à-vis de ce procédé. Désenclenchez les pattes de fixation de la carte, bien l'insérer dans le bon sens de la barrette en la faisant coïncider dans l'encoche de la barrette avec un détrompteur qui se situe sur l'emplacement dit de votre carte, dont de l'emplacement pour les noirs. Vous enfoncez jusqu'au clic de fermeture et la barrette est installée et bloquée par les pattes. Simple, sans souci. Alors, si au redémarrage du PC, vous avez le fameux écran bleu qui était la base de Windows pour les premiers PC entre Windows 95, 98, Millennium et XP, Windows 7 ou Windows 8, je ne sais pas si je l'ai vu, cette fameuse encoche bleue, à fond bleu, avec succession de bits, qui signifie qu'une ou plusieurs mémoires ont été détériorées ou mal insérées. Bien évidemment, le fait de retirer et de remettre une par une en redémarrant permet de voir, mais pas un par un, pour identifier le problème. C'est la méthode la plus courante. Alors, si on fait le cas parallèle par rapport aux ordinateurs portables, le principe est exactement le même pour l'ordinateur portable à quelques détails près. Tout d'abord, on accède au rangement mémoire par la trappe dévissable située à l'arrière du PC. Quelques constructeurs obligent à remplacer les barrettes exclusivement par des barrettes identiques. C'est pour ça qu'il est toujours impératif de bien vérifier le type de mémoire de même façon que pour l'ordinateur fixe. Certains portables
en particulier des netbooks, ne permettent pas le changement ou de l'ajout de mémoire car les barrettes sont soudées. Et ouais, soudées. C'est pas gentil ça. Ça, c'est les constructeurs, c'est construction made in China. On fait consommer, et que si c'est pas assez puissant, bah, vous en rachetez un autre. Et il faut aussi, bien sûr, vérifier le nombre d'emplacements disponibles. Alors, il y a aussi, des fois, vérifier bien, parce que des fois, il n'y a qu'une seule extension, et voire aucune qui n'est possible. Alors, il faut savoir aussi qu'on appelle ce type de mémoire, par rapport aux ordinateurs fixes, il s'agit d'une mémoire appelée SODIMM. Bien plus petite que ses grandes sœurs, de forme plus trapue. On ne peut pas donc bien sûr mettre de mémoire pour ordinateur portable sur un PC fixe et inversement. Barrettes de mémoire, bien sûr, à peu près de cette taille, comme vous le savez tous. Et bien sûr, des petites barrettes de mémoire. À jamais ce fait important. Bien évidemment, on dit souvent, il faut toujours le répéter, ce n'est pas parce que vous ajoutez une mémoire que ça fera des miracles. Dans le sens que ça ne transformera pas un ordinateur vieux de 10 ans en monstre dernier cri pour gamer. Sachant que, bien sûr, la compatibilité entre la carte mère et la carte mémoire. On dit souvent qu'il permettra de prolonger la durée de vie et gagner plus ou moins sensiblement en rapidité. Donc, pour les pannes de carte graphique, la carte que vous voyez qui est ici, il n'existe que deux problèmes bénins. Le premier, bien sûr, par rapport à la tension, malgré le fait qu'il y ait une sonde de protection contre une surtension, mais qui sont des modèles de série de base, donc ce n'est pas vraiment excessif pour la protection, bien évidemment. Et il existe un second problème pour les nouvelles cartes de génération de cartes graphiques. Ces nouvelles cartes, donc, qui sont pour le programming ou autre, à savoir les cartes donc, puces à 3D avec ventilateur intégré. Le seul bémol est la poussière. Car les ventilateurs n'expédient pas l'air ou le rejettent de manière concrète hors du châssis, mais ne se font que s'imprimer dans le ventilo. Et le problème est que, bien évidemment, la tension de chaleur qui est émise par la carte graphique est tellement intense qu'au bout d'un certain temps, le processeur de cette carte fond. Alors pour la carte son, il n'existe pas de problème au démarrage. Le seul défaut que vous verrez si vous avez une carte son qui est défaillante ou qui est mal encastrée dans le système de la carte mère, c'est que lorsque vous démarrez votre PC, votre carte ne sera pas reconnue et ne mettra pas forcément de bip pour vous dire qu'il y a un différentiel entre la carte mémoire, enfin la carte son pardon, et la carte système. Alors pour faire une vive polémique à savoir de la durée de votre PC, à savoir s'ils ont une durée de vie courte ou non, sachant que ces PC que vous voyez ici fonctionnent de manière correcte, il n'y a aucun souci matériel. Et un vieux PC des années 95, au bout de 29 ans, fonctionne toujours aussi bien, alors bien que le boîtier n'a jamais été changé. Celui-ci était Windows 98 seconde édition, pareil, excepté bien sûr son boîtier d'alimentation qui a lâché. Le Windows XP qui a maintenant à peine 10 ans maintenant aussi, aucun souci. Il n'y a qu'une contestation entre différents particuliers professionnels par rapport entre la durée de vie d'un PC fixe tour et un PC portable. Parce que le châssis et le fait de compacter au maximum les composants électroniques de base, donc la carte mère qui intègre carte graphique, carte son, carte mémoire, le fait de compacter autant a un problème. Ce problème est que la durée de vie du PC portable n'est pas due uniquement à une mauvaise création de base, seulement que les composants ne sont pas adaptés. Tout simplement parce que lorsqu'on ne gère pas la même puissance électrique que ce qu'elles devraient faire et peuvent supporter, tout composant électronique chauffe. Et s'il chauffe trop, évidemment, le circuit en question fond. Et lorsqu'un circuit fond, malheureusement, votre système rend l'âme. Alors, malheureusement, il n'existe pas de solution où on puisse réparer directement un PC portable. À savoir qu'un PC portable n'est qu'un simple système, une simple carte reliée, comme la carte mère, seulement que les périphériques sont tous imprégnés dans la carte mère. Il n'est pas possible de les dessouder ou remettre une nouvelle connexion pour le faire. Le seul moyen qui soit louable pour faire durer une belle durée de vie pour un PC portable est de mettre une tablette de ventilation pour deux raisons. La tablette de ventilation provoque un air beaucoup plus intense que le ventilateur de base de votre PC portable, qui garantit un transfert d'air beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. De ce fait, votre composant électronique ne chauffera pas.
Ayant fait une vidéo complète au niveau matériel, technique et historique pour comprendre les composants d'un PC, ça serait quand même maladroit de ma part de m'arrêter là et de ne pas faire une vidéo concrète, à savoir pour un simple particulier, comment faire pour réparer son PC par soi-même. Alors je me dis que déjà en reprenant un vieux PC que vous pouvez voir pour le Windows 95, qu'est-ce que réellement fait le SAV pour vous réparer votre PC? Lorsque votre PC est en rade, qu'il soit sous garantie ou pas, le SAV vérifie logiquement si votre PC fonctionne. Cas échéant, pour ceux qui savent et qui s'y connaissent un peu ou non, pour les personnes qui ont acheté les tout premiers PC, donc des années 95 à 98, donc avant la version fameuse de Millennium 2000, les CD d'installation étaient fournis avec le PC auquel que vous achetiez. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un PC de grande surface, net ou autre, vous avez ce qu'on appelle la version preview de l'installation de cette exploitation, à savoir que vous avez le fameux système de sauvegarde. Alors, qu'est-ce que c'est que le système de sauvegarde? Pour un dépanneur, un réparateur informaticien ou un simple particulier, c'est une pré-solution de réinstallation du système si vous avez un souci technique. À savoir que si malheureusement vous avez par exemple votre disque dur qui est parasité de bugs, de virus, que vous ne pouvez plus accéder à votre système d'exploitation, votre disque est inutilisable dans le sens où en tant que particulier, il est impossible de faire ce que vous avez à faire au niveau application, bien évidemment, une utilisation propre d'un PC. Alors le SAV, normalement, réinitiale votre système. Mais à une époque de l'âge d'or des PC, lorsque ceux-ci sont arrivés sur le marché, où chaque particulier en a pu en avoir un, on ne faisait pas ça. On avait le choix de réparer ou de vraiment réinstaller votre PC ou de re-sauvegarder vos données. Il faut savoir que malheureusement, l'évolution technique au tout début ne permettait pas de récupérer les disques durs, car les tout premiers étaient tout à fait dérisoires. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que les premiers disques durs étaient que de 2-3 gigas, et que maintenant ils seront plus de 500, 1 ou 2 Tera, c'est une rigolade. Alors, à l'époque, on ne pouvait pas récupérer les données propres d'un PC, parce qu'il n'était pas possible sur une petite disquette qui faisait que 1 million d'octets, le tout premier disque dur externe en port USB qui sont arrivés lors des premières éditions, seconde édition, qui coûtait un prix très élevé pour les particuliers, ne valait pas la peine de le faire. Alors, les personnes du SAV, les réparateurs informaticiens, réparaient le PC non pas par simple réinstallation de système, parce qu'à l'époque, cela n'existait pas. Alors, comment faisait-il? Donc, je vais vous démontrer et montrer et expliquer le plus détaillement possible comment, à ses débuts du PC, lorsque chaque particulier en possédait, comment faisait le vrai SAV, comment réparer de manière concrète et vraiment la plus saine possible, réparer un PC. Alors, ce PC, qui a donc 29 ans, que je vous explique dans cette vidéo, fonctionne toujours aussi bien. Alors, à l'époque, Windows 95 est une réelle révolution à savoir technologique, car c'était le premier PC à laquelle on pouvait travailler, importer et modifier son PC au niveau périphérique. Windows 3.1, qui était le tout premier PC pour les grandes entreprises, on ne pouvait pas faire ce genre de choses, à savoir imprimante, scanner, les premières périphériques extérieurs pour un PC. Et comme vous pouvez constater, j'avais réinstallé Windows 98 dessus, sur la version 95. Donc pour un vieux PC des années 95-96, car c'est un Cyrix, il est plutôt rapide. Logiquement, en moins de 2 minutes, il se mettra en marche. Donc, lorsqu'un PC, bien sûr, fonctionne, normalement, vous devrez avoir le début de démarrage, à savoir bureau principal avec les vieilles icônes. Pour les anciens puristes de PC, ce genre d'image vous fera mourir de rire, car l'évolution technologique au niveau graphique par rapport au design de Windows XP à Windows 7 et Windows 8 est totalement dérisoire, car à l'époque, il n'y avait qu'un simple fond avec les premières icônes, le menu démarrer et bien évidemment les petites icônes de l'époque, son et autres. Le bon vieux logo Windows 98. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation? Il faut savoir que beaucoup de particuliers et personnes qui aimeraient comprendre, à savoir comment fonctionne ce système, ne connaissent pas réellement les vrais, entre guillemets, moteurs de ce système d'exploitation. Il faut savoir que chaque carte périphérique que j'ai pu vous expliquer, chaque système a un fichier appartenant à un fichier DLL. Un fichier qui correspond à ce système, un fichier système. Les fichiers système sont des fichiers donc importants pour la mise en place et l'installation et de lancement de votre système d'exploitation. Alors, comment fonctionne réellement un système justement pour qu'un
qu'une personne répare votre PC. Alors, à l'époque, il y avait différentes façons de réparer un PC. La toute première, réinstaller par-dessus le système en mettant le système d'installation de Windows 95, 98, Millennium ou XP, mais évidemment même pour les versions les plus récentes, ou alors au début du démarrage. On ne réparait pas forcément les fichiers comme on pourrait le faire aujourd'hui. On ne s'amuse pas à refaire une réinstallation système. Comme vous pouvez regarder, à l'époque, on faisait de façon beaucoup plus différente. C'est qu'on travaillait sous Windows, à savoir sur le vrai travail qu'on faisait à l'époque sur MS-DOS. Alors MS-DOS, qui est la base donc, du langage binaire du PC, faisait qu'à l'époque, le travail MS-DOS, nous travaillions dans ce sens où on pouvait modifier, recopier certaines données sur disquette. À savoir que si par exemple, une combinaison de code, recopier sur disquette du C à 2 points en précisant par rapport à la disquette, ou aussi bien évidemment, rechercher des données informatiques beaucoup plus complètes pour retrouver un péché. Donc, les informaticiens sont devenus beaucoup plus fainéants pour la réparation de PC. Il faut savoir qu'ils ne font plus de réparation propre comme ils le faisaient dans le passé, pour ceux de l'ancienne génération, à savoir que les versions, entre guillemets, qui sont préfaites pour la pré-restauration PC, tout le monde peut le faire à la base. Une personne qui a de faibles connaissances basiques en informatique peut réparer soi-même ou réinitialiser son système. Mais à l'époque, on ne pouvait pas faire ce genre de choses parce qu'il n'y avait pas la place pour la taille du disque dur, pour la taille du système d'exploitation, car il faut savoir que cette taille, entre guillemets, du système d'exploitation est beaucoup plus réduite pour une version préinstallée, car ce n'est pas la version complète de celui-ci. C'est juste une version de sauvegarde. Alors, comment on faisait? Donc, en redémarrant ce PC, pour vous montrer. Lorsqu'un PC était tout à fait inutilisable, à savoir on ne pouvait plus y accéder de cette manière-là, il y avait deux possibilités. Lorsque les disques étaient entre guillemets inopérants, on mettait dès au démarrage les bonnes vieilles disquettes de démarrage du système d'exploitation, les disques, et on faisait une réinstallation. Si le disque était tellement abîmé dans le sens qu'il était impossible de pouvoir recopier ou autre, le disque était en état de pouvoir être effacé, il n'y avait qu'une seule méthode à l'époque, et je vais vous la réexpliquer pour ceux qui auraient peut-être pu l'oublier ou ceux qui la faisaient beaucoup. Alors, à l'époque, dès le début au début du démarrage, tac, testeur de hop, donc signification. C'était fait. On recommence. Attends que ça monte. Parce qu'à l'époque, c'est ça qui était chiant. Quand le disque était tellement abîmé, il fallait qu'on refasse effacer toute la partition du disque pour la remettre à l'établage. Et ça, on ne le fait plus. On est tellement devenu fainéant par rapport à ça. C'est la partie la plus simple de la vidéo. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut vraiment qu'on montre l'évolution que ça a été fait, à savoir la simplicité par rapport à la réparation de PC. Alors, 29 ans, il marche toujours aussi bien. Bah oui, c'est clair, il a ton âge, le machin. Sans déconner, il était à mon père à l'origine. Le boîtier a jamais été changé. Le boîtier d'alimentation fonctionne toujours autant. C'est ça qui est trop... C'est pour ça que je voulais faire la comparaison par rapport à ces vieux PC, tu vois. Oh là, comme ça c'est mieux, j'aurais dû faire ça dès le début. Donc, voilà. Je vais redémarrer directement sur le principe de MS-DOS. Tu ranges ça toujours? Ça tourne toujours. Ok. Donc, en redémarrant, nous allons redevenir... Voilà. Il y avait un seul moyen à l'époque pour réparer un disque dur et aussi réparer un système d'exploitation. Comme il n'y avait pas de version de préinstallation ou de récupération de données, à savoir comme les fameuses sauvegardes de disque dur, de réinitialisation automatisée ou autre, il n'y avait qu'un seul moyen à l'époque, qui était un vrai travail d'informaticien, de remettre à neuf le disque dur qui était entre guillemets saccadé de bugs, d'erreurs informatiques, de virus, à l'état d'usine. Pour ça, il fallait taper, pour revenir sur MS-DOS, et taper un fameux mot-clé, qui était sur C, donc 2 points, donc la signification
disque dur et taper fdisk. Alors, dans les commandes MS-DOS, fdisk elle a l'intégralité d'une partition du disque. Alors, imaginez donc le disque en gruyère. Celui-ci a ce qu'on appelle une partition principale. Il peut y avoir différentes partitions, secondaires ou autres. Alors, comment on faisait? Vous voyez ici, ceci est là pour montrer justement que vous avez une partition qui est installée. Donc 2 Go à l'époque pour le fameux disque dur donné. Donc il y a une version qui est préfaite. Alors j'ai le choix entre bien sûr le menu de disque, c'est qu'en fait je peux ou à la fois recréer une autre partition pour créer une séparation du disque, donc faire un découpage en mémoire pour mettre par exemple un jeu, une application, un logiciel, ou mettre un autre système d'exploitation. Donc j'ai le choix entre différents types. Effacer, créer, supprimer. Alors, vous vous doutez bien que lorsqu'un disque était tellement atteint qu'il était impossible de récupérer au niveau linéaire ou de réparer directement les informations de ce fait, le meilleur moyen de l'époque était de le faire par fdisk. Car en effaçant, donc par le numéro 3, la partition principale, nous faisions un reset complète en mode usine du disque dur, puis en faisant un nouveau défragmentation de la base du disque, qui était beaucoup plus rapide que le système qui était entre guillemets incorporé à Windows. Les défragmentations se faisaient en un temps de 20 à 40 minutes si j'ai bonne mémoire. Puis pour la réinstallation du disque normal, il nous fallait environ 1 heure à 1h30 selon la vitesse du PC de l'époque. Donc en 2 heures, un disque qui était tellement atteint, tellement vérolé, pouvait être réparé et réinstallé en moins de 2 heures. C'était l'époque à laquelle on faisait pour réparer, pour remettre un disque. Il y avait une autre solution pour les situations à peine d'urgence, à savoir s'il y avait 2-3 périphériques qui avaient leur driver, entre guillemets, désinstallés, vérolés ou autres. Alors, nous allons redémarrer le PC pour vous remontrer toute la situation. Ouais. Redémarrage. Là, que veux-tu? C'est les vieux trucs de l'époque. Hein. Ça rappelle des souvenirs. C'est là que tu te dis que putain, c'est vrai que j'ai vécu ça. Donc, en redémarrant Windows, bien sûr, la vitesse, bon, ça par contre, on comprend en montage, car la vitesse est un peu lente. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait une petite plombe. Dans une branlette, autant aller boire un café, faire un truc. Redémarrage net. Donc là, je vais rééteindre et je vais vous redémarrer pour une dernière démonstration pour les explications de système. Donc, comme vous pouvez vous en douter, la vidéo n'est pas du tout truquée, à savoir que le matériel en question fonctionne toujours aussi bien, presque 30 ans après. Ce qui n'est pas une arnaque. Donc j'arrête bien mon PC. Voilà, arrêtez le PC. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il existait donc ce moyen donc, par rapport à fdisk pour remettre l'ordinateur, pour pouvoir le remettre en mode usine et réinstaller le système d'exploitation d'origine. Il existait un autre moyen qui était, si l'ordinateur était moins atteint au niveau des périphériques et du système, à savoir passer en mode sans échec. Alors, rappelons ce qu'était le mode sans échec. Lors du démarrage de votre PC, celui-ci fait fonctionner les différents systèmes, à savoir driver, fichier entre guillemets exécutant du système PC. Donc, dès le début du départ de votre PC, vous avez le choix dans le mode normal. Toutes les applications système à la fois périphériques, donc graphiques, audio et extérieurs, qui pourraient être les ports USB, ports COM ou autres. Donc, en mettant un mode sans échec, nous allons initialiser le système sans les périphériques de base principaux qui feraient démarrer le PC. On attend un peu. Excusez pour la lenteur, mais c'est l'époque. C'est du vrai, donc c'est pas de la triche. Donc il n'y avait que 2 méthodes pour le faire. Il y a en fait une troisième méthode à laquelle peu de gens y ont pensé au SAV.
Donc attendez. Vérification du système. Est-ce que c'est à l'ancienne, bien évidemment. Alors, comme vous pouvez bien voir, boîte en échec, il n'y a plus aucune couleur principale vive, à savoir les 16, 32 bits de la carte. Nous sommes passés à du 16 couleurs, le plus bas de gamme depuis qu'on puisse voir au niveau graphique. Plus de son, bien évidemment. Alors, voilà ce qu'on pouvait faire. Il n'y avait plus donc périphérique comme lecteur. Il n'y avait que les disquettes A. Et à l'époque, le SAV, où nous réparions les premiers drivers pour réinstaller cette exploitation par Internet. C'était les deux seules possibilités. Par disquette pour les drivers d'origine de vos cartes périphériques en question, ou directement pour chercher justement les fichiers drivers sur Internet. Donc à l'époque, c'était comme ça qu'on le pratiquait, directement par ces deux systèmes. Comme vous pouvez voir, lorsque nous passons en mode sans échec, pour la base de l'informatique, directement dans le système de gestionnaire de fichiers. Qui est ici. Gestionnaire de périphérique. Vous pouviez réparer directement les différents composants par rapport au driver. Tout simplement par cela. Simplicité la plus totale. Alors, il existait une troisième option qui n'a pratiquement jamais été fait par le SAV, mais plus par les particuliers pour une récupération de données par rapport à un disque, à savoir par langage MS-DOS. Comme vous le savez, vous avez bien sûr la possibilité de mettre un disque entre guillemets parallèle à votre disque principal, qu'on appelle entre guillemets sur un disque dur le disque master, en secondaire ou en esclave. En commande MS-DOS, on peut copier les données principales du premier au second. Le procédé n'a jamais changé, mais n'a jamais été réutilisé vu que par rapport à l'évolution technologique, on a toujours fait entre guillemets par rapport au port USB au niveau disque dur externe. Je pense que c'est tout. Précises pour savoir comment faire, tous auront au moins été utiles, qu'elles vous serviront, qu'elles ont été explicites et que j'espère que vous aurez aimé la qualité de ce documentaire.